Bonjour à tous. Je vais essayer aujourd'hui, en bonne compagnie, en charmante compagnie, en très charmante compagnie pour certaines, de vous présenter des reptiles. Les reptiles, c'est une grande famille. Il y a des lézards, des tortues, des crocodiles et des serpents, bien sûr. Alors, vous aurez un petit aperçu de ces espèces que l'on va présenter sous une forme assez atypique. Plutôt que de vous les montrer dans un terrarium ou de recréer leur habitat naturel, j'ai choisi d'inviter de jolies filles pour pouvoir vous les présenter. Commençons. Thalie a actuellement un serpent un peu particulier. C'est un serpent roi. Serpent roi, pourquoi? Parce que c'est un serpent qui se nourrit d'autres serpents. Et cette caractéristique, aux yeux des Américains, lui confère un pouvoir particulier, puisque pour pouvoir s'attaquer à un crotale, il faut bien être le roi des serpents. Donc le nom américain de King Snake a été traduit naturellement de serpent roi. Ce serpent a une coloration qui est assez vive lorsqu'on le voit tel quel. Et en réalité, cette coloration, lorsque l'animal va se déplacer rapidement, va devenir homogène. Au lieu d'être noir et blanc, il va devenir uniformément gris. Et lorsqu'il s'immobilise, un prédateur va voir d'un coup un animal qui a une couleur beaucoup plus spectaculaire. Donc ce serpent roi dans la nature va manger d'autres serpents, mais en captivité, puisque ces animaux sont tous nés en captivité, cet animal va être nourri avec des proies décongelées. Donc on l'habitue dès la naissance à manger des souris que l'on décongèle pour cela. Un serpent va manger une souris par semaine, donc c'est un peu plus économique et un peu plus pratique qu'un chien ou qu'un chat. Voilà, donc ça, c'est un serpent roi. Vous pourrez en voir à la ferme tropicale à Paris dans le 13e. Vous pourrez également en voir au niveau des exposants reptiles qui se trouvent aujourd'hui présents en nombre à Paris Animal Show. Merci Thalie. Thalie va passer parmi vous. Vous pourrez le toucher éventuellement ou le regarder d'un petit peu plus près. Pendant que Carole va vous présenter un animal assez surprenant. C'est une couleuvre originaire de Madagascar, un Langaea madagascariensis. Alors je sais que ces noms sont un petit peu barbares pour les néophytes que vous êtes, mais Langaea madagascariensis, donc c'est un animal qui va être arboricole et qui va utiliser ce nez qui a une forme de liane, un nez pointu, un nez presque végétal, pour se camoufler. C'est un lézard, un animal qui se nourrit de lézards et qui va les tuer avec l'inoculation de venin qu'il a tout au fond de la gorge. Donc il n'y a aucun risque pour l'homme, mais pour un lézard, c'est un piège potentiellement mortel. Alors c'est un serpent qui a une autre particularité, il possède un dimorphisme sexuel. Un dimorphisme sexuel, c'est quoi? C'est une différence d'aspect et de coloration entre le mâle et la femelle. Le mâle a un nez en plumeau pointu, et la femelle va avoir un nez complètement étoilé, qui est assez, voilà, comme un petit peu un balai, l'extrémité d'un balai. Voilà, c'est un Langaea madagascariensis et c'est un animal que vous ne verrez pas souvent. C'est un serpent particulièrement rare parce que relativement difficile à élever du fait de sa spécificité alimentaire. Alors, un Langaea, c'est pas un animal que l'on peut détenir librement chez soi. S'alimentant de lézards, il faut évidemment être capable de pouvoir lui fournir des aliments réguliers, mais il y a beaucoup d'autres serpents que l'on va voir comme le serpent roi ou bientôt le serpent des blés, qui eux sont beaucoup plus adaptés pour un élevage en captivité. Un élevage en captivité, ça signifie qu'on va devoir recréer un environnement artificiel, mais qui recrée intégralement les conditions de vie dans la nature, et donc on va devoir le chauffer, l'éclairer de la même façon. Merci Carole. Pauline nous montre un animal un petit peu plus grand. C'est une autre espèce de couleuvre. C'est une couleuvre qu'on appelle Ortriophis taenurus frisei. C'est une couleuvre de Taïwan. Et cette couleuvre de Taïwan est ce que l'on appelle un serpent ratier. Un serpent ratier, c'est quoi? C'est un serpent qui va s'attaquer aux rats. Les rats étant un fléau dans les cultures, l'animal, de par sa spécificité alimentaire, va être relativement toléré par les populations locales. C'est un animal que l'on élève facilement
c'est un animal qui quand même va faire jusqu'à 2,50 m. Donc c'est un animal plutôt imposant et que l'on réserve lorsqu'on a suffisamment d'espace, mais c'est un animal docile, bien qu'étant assez actif lorsqu'on le possède en terrarium. Il existe de nombreuses sous-espèces de cette couleuvre. Une sous-espèce, c'est quoi? C'est une variété géographique qui va évoluer doucement vers une espèce. Donc, le serpent ratier de Taïwan est différent de celui de Chine, est différent de celui de Yunnan, est différent de celui du Vietnam. Donc, ce sont des spécificités géographiques que l'on appelle des sous-espèces. Donc, celle-ci est une Tainura frisei. Ce sont des animaux qui, pour reproduire en captivité, doivent respecter un cycle climatique. Donc, il faut, pour pouvoir reproduire cet animal, lui octroyer une hibernation, donc une période de repos, qui va déclencher le cycle sexuel de l'animal. Merci Pauline. Alors nous accueillons Sonia de la société Caminou qui a un stand au F9 et qui sera ravie, si vous le voulez, de vous parler de son système pour retrouver un animal en un clic. Caminou, donc c'est une solution collaborative pour retrouver les animaux perdus sur le stand F9 dans le salon. Alors Sonia nous présente un animal qui est une mutation. Une mutation, c'est quoi? C'est une sélection que l'on opère. Et cet animal, si vous le voyez bien, est blanc avec les yeux rouges. Les yeux rouges, pourquoi? Parce qu'il est albinos. Mais il n'est pas seulement albinos. Il a également une absence de coloration jaune et une absence de coloration rouge. Ce qui lui confère cette forme très particulière que l'on appelle blizzard. Donc c'est un animal qui est dans le blizzard, qui n'a plus de coloration du tout. Cette espèce est ce que l'on appelle un Pantherophis guttatus. Et c'est probablement et de très loin le serpent le plus fréquent en terrarium. C'est le serpent que l'on retrouve le plus facilement et c'est probablement le serpent le plus conseillé pour débuter. Un jeune serpent tel que celui-ci vaut une 50aine d'euros et on commence à trouver des serpents de cette espèce à partir de 20 euros. Donc ce sont des animaux qui, sans pouvoir parler de NAC, de nouveaux animaux de compagnie, ce sont des animaux qui s'élèvent facilement, qui s'élèvent aisément. Et croyez-le ou non, mais Sonia hier matin n'avait pas encore touché son premier serpent. Elle a été captivée par le sujet et nous a fait le plaisir de le présenter. Merci Sonia. Alors nous accueillons Cyrode qui va nous présenter ce que l'on appelle un faux serpent corail. Un faux serpent corail, pourquoi? Parce que le vrai serpent corail est un animal hautement venimeux. Et bien sûr, on ne va pas vous présenter d'animaux venimeux sur ce salon. Tous les animaux que vous avez là sont des animaux qui sont dociles et qui ne présentent pas de danger réel. Alors, faux serpent corail, pourquoi? Parce qu'il va imiter cette coloration du serpent corail d'Amazonie, qui lui est un animal extrêmement dangereux, bien que n'étant pas agressif. Et ce serpent corail, lorsqu'il s'immobilise, un petit peu comme le serpent roi, a des couleurs que l'on appelle aposématiques. Il a des couleurs d'avertissement. Les codes rouge, noir et blanc, l'alternance de ces couleurs dans le règne animal a toujours la même signification, ça veut dire danger. Si vous regardez une guêpe par exemple, vous avez des couleurs d'avertissement, une amanite tumouche rouge avec ses petits points blancs, c'est un champignon qui vous dit clairement attention, je suis dangereux. Et bien sûr, ce serpent, c'est du bluff. Il fait croire qu'il est dangereux, or il ne l'est pas. C'est un animal qui n'a absolument aucune autre arme que la fuite ou la dissuasion pour se défendre. Ce serpent corail est normalement beaucoup plus coloré et actuellement il est en mue, c'est-à-dire qu'il va changer de peau prochainement puisque les serpents en fait et tous les reptiles ont une peau qui ne grandit pas au même rythme. Et donc la croissance se fait par mues successives et l'animal donc va enlever son ancienne peau en frottant le museau, un petit peu comme si on retirait un bas et il va ensuite avoir des colorations beaucoup plus vives. Donc ce serpent aujourd'hui est assez terne. Et en règle générale, on les laisse tranquilles pendant cette période parce qu'ils ne voient plus très bien. L'œil est bleu lorsque la peau se décolle. Et c'est une période où l'animal peut se sentir un peu plus en insécurité, même si aujourd'hui, il ne les montre pas. Merci beaucoup.
Carole nous amène un serpent ratier américain. Donc vous avez vu un serpent ratier asiatique. Ça c'est une couleuvre qu'on appelle un Pantherophis obsoletus spiloides. Donc c'est un serpent ratier gris. C'est un serpent que les fermiers américains apprennent doucement à accepter également et qui dans les cultures est un remède relativement efficace contre les rongeurs. C'est une grande couleuvre, hein, celle-ci doit faire pas loin d'1,80 m. Une couleuvre assez puissante qui est une couleuvre constrictor. Alors, une couleuvre constrictor, ça veut dire qu'elle étouffe ses proies. Il y a des animaux qui sont venimeux et des animaux qui étouffent leurs proies. Donc la constriction est un mode de prédation pour ce serpent qui est particulièrement efficace. Le serpent va d'abord analyser les odeurs et lorsqu'il a l'odeur d'une proie, il va la suivre, généralement jusque dans son terrier, pour ensuite opérer cette constriction et ingurgiter l'animal. Et pour ingurgiter une souris, en fait, une souris ou un rat qui est beaucoup plus gros que le diamètre du serpent, jusqu'au double ou au triple, le serpent possède des mâchoires qui sont libres, qui ne sont pas fixées comme les os de notre mâchoire. Il y a des ligaments extensibles qui permettent à l'animal de décrocher les os de sa mâchoire de façon à ce que des mouvements alternatifs de la mâchoire droite et gauche lui permettent d'ingurgiter ensuite la proie. Donc ce serpent ratier, c'est un serpent que l'on retrouve en captivité mais qui n'est pas très populaire et qui est injustement délaissé au profit du serpent des blés, quoi. Merci Carole. Nous accueillons Markéta, qui est tchèque, qui nous vient de la société Petra Aqua, qui est également exposante sur le salon et qui a bien voulu se prêter à notre jeu. Et Markéta vous présente un caméléon que l'on appelle le caméléon panthère, un Furcifère pardalis. Et ce caméléon panthère, on le retrouve principalement à Madagascar, mais il a également été introduit à La Réunion. Et à La Réunion, on l'appelle l'endormi. L'endormi, pourquoi? Parce qu'un caméléon est toujours lent dans ses mouvements et dans ses déplacements. Le caméléon change de couleur assez facilement et assez rapidement, mais il change de couleur en fonction de son humeur. Et ce caméléon, de façon à pouvoir s'alimenter, va tirer sa langue pour pouvoir capturer les proies. Alors vous allez voir qu'il a des yeux qui sont indépendants, et ces yeux indépendants vont lui permettre de fixer ses proies et de visualiser en 3 dimensions de façon à pouvoir tirer sa langue exactement au bon moment et au bon endroit. Ce caméléon panthère va avoir un dimorphisme sexuel assez marqué puisque les mâles sont très colorés et les femelles sont beaucoup plus ternes. Alors Pauline nous amène un autre caméléon qui est assez différent. C'est un caméléon qui vit dans les montagnes du Kenya, qui est un caméléon de Jackson. Et ce caméléon de Jackson, il possède des cornes, comme vous pouvez le voir. Et ces cornes ont une fonction qui est à la fois destinée à impressionner les prédateurs éventuels, mais il va également s'en servir lors des combats rituels. Les mâles se battent entre eux, et les mâles vont carrément se prendre les cornes. Et en fait, c'est un moyen de combat et de protection à la fois, puisque ça évite les morsures. Donc les animaux vont se pousser, et c'est un petit peu comme des chevaliers avec une lance à cheval qui vont essayer de faire tomber l'autre. C'est à celui qui arrivera à faire tomber le mâle, l'adversaire, de sa branche. Alors, les caméléons sont des animaux qui sont passionnants. Ce sont des animaux qui sont assez exigeants en captivité, mais que l'on peut élever pour peu qu'on s'en donne les moyens. Ce sont des animaux qui se reproduisent assez bien, qui sont plutôt prolifiques, qui ont une durée de vie assez courte, mais que l'on peut tout à fait élever pour peu que l'on reproduise des conditions à la fois de lumière, de température, qui satisfassent à leurs besoins, qui sont des besoins bien sûr d'espèces tropicales. Alors ces animaux ne sont pas des animaux de compagnie à proprement parler. Lorsqu'on a un caméléon, il n'est pas ravi de vous voir, hein. Il se moque complètement de votre présence. Il va accepter tout au plus votre présence, mais c'est tout ce qui peut se passer. Alors Cyrode va nous amener un crapaud qui est le plus grand des crapauds. C'est un crapaud buffle. Et le crapaud buffle, qui est originaire d'Amérique du Sud, est bien sûr la plus grosse espèce du genre. Et il n'a pas de prédateur. Il n'a pas de prédateur, pourquoi? Parce qu'il possède des glandes venimeuses sur l'arrière des yeux, des grosses glandes. Et lorsqu'il est agressé par un chacal, un chien ou n'importe
quel autre prédateur, il va sécréter un liquide blanchâtre qui est extrêmement irritant. Et donc, le prédateur va le lâcher et il va se rappeler de jamais, mais au grand jamais, s'attaquer de nouveau à un crapaud. Donc, il y a à la fois une arme chimique dissuasive, une arme chimique qui peut être très efficace parce que on peut mourir si jamais on venait à ingérer du venin de crapaud. Et donc, ce crapaud dans la nature est bien sûr un animal gigantesque qui va pondre jusqu'à 20 000 œufs. C'est extrêmement prolifique et donc il a un potentiel invasif. On en retrouve dans les Caraïbes, on en retrouve à Miami. Il y en a eu de relâchés en Australie. Relâchés pourquoi? Pour imaginer que ce crapaud va s'attaquer aux prédateurs des cultures. Donc c'est un agent de lutte biologique. Seulement, dans les cannes à sucre, les insectes sont à 1,50 m. Le crapaud, lui, il est au sol. Donc au final, il mange tout, sauf les insectes que l'on souhaitait qu'il dévore dans les cultures. Donc c'est un échec complet et un désastre écologique en Australie où l'homme n'a pas beaucoup réfléchi à ce qu'il faisait et encore une fois la cause d'une perturbation écologique majeure. Donc ce crapaud-là est originaire d'Amazonie et c'est un animal que vous ne trouverez pas en animalerie parce qu'il est originaire de Guyane et donc il y a une réglementation bien particulière qui protège les espèces de Guyane. Il faut avoir un diplôme particulier pour le présenter. Merci Cyrode. Alors une autre branche des reptiles avec Hélène. Hélène est particulièrement expérimentée, donc elle va nous présenter un alligator, un petit alligator américain. Il existe deux espèces d'alligators, une espèce en Chine, une espèce aux États-Unis. C'est l'emblème de la Floride d'ailleurs. Et cet alligator est né dans un parc zoologique au Danemark et il doit bientôt regagner un autre parc zoologique où un enclos pour alligators est en construction. Ces alligators, bien entendu, on ne peut pas les détenir librement. C'est un animal classé comme dangereux. Et on comprend aisément qu'un alligator adulte de 2 à 3 mètres puisse être un animal dangereux. Et donc, pour posséder un alligator, il faut avoir une licence particulière que l'on appelle un certificat de capacité. Et au-delà du certificat de capacité, une autorisation propre à l'établissement qui héberge l'animal. Donc, vous ne verrez pas aujourd'hui d'espèces dangereuses en présentation parce qu'il n'y a pas d'enclos autorisé pour cela sur le salon, mais nous avons le plaisir de vous le présenter avec la charmante compagnie d'Hélène. Alors cet alligator, il est particulièrement tolérant vis-à-vis de l'homme. Je ne peux pas vous dire qu'il apprécie l'homme pour autant, mais il le tolère. Et c'est une des rares espèces de crocodiliens que l'on peut manipuler assez aisément. Vous voyez que l'animal n'est pas muselé et ne manifeste aucun signe d'agressivité parce qu'il se sent en sécurité. Les pattes relativement sécurisées autour du bras d'Hélène, le ventre posé, donc l'animal ne ressent pas de menace, donc ne va pas réagir, pour autant il accepte d'être touché. Le sens du toucher d'ailleurs est extrêmement développé sur les crocodiliens, on n'imaginerait pas, mais l'animal ressent les moindres mouvements de l'eau, et lorsqu'il est jeune, il communique par des petits cris, qui veut dire, dans certains cas, qu'est-ce qui se passe, et dans d'autres cas, maman au secours. Et le cri d'un alligator, il ne le fera pas aujourd'hui parce qu'il est relativement tranquille, pour appeler sa maman, ça va ressembler à... Et là, la maman sait tout de suite qu'il faut intervenir et protéger ses bébés. Et donc, la mère alligator va garder les petits pendant une bonne année. Merci Hélène. Nous accueillons Laura qui nous présente un python royal. Le python Régus, python royal, c'est le python le plus populaire en terrarium. Il existe de nombreuses colorations, comme le serpent des blés qui était présenté par Sonia, albinos. Vous avez d'autres formes de coloration qui ont des noms assez exotiques, jaguar, pastel, pied de bôle et autres mutations. Là, c'est la forme naturelle. Alors ce python, il est adulte. Il s'appelle python royal parce qu'il bénéficiait d'une vénération et d'accords royaux entre la couronne britannique et le royaume du Dahomey. Et c'est un animal qui aujourd'hui encore est vénéré dans les croyances vaudou au Bénin, dans l'actuel Bénin, où des temples dans la région de Waïdou lui consacrent des rites. L'animal est parfaitement accepté par les populations locales. C'est un animal qui a proliféré du fait de la présence massive de cultures traditionnelles où les rongeurs
vont se développer et l'animal va donc réguler les populations de rongeurs, donc profiter en fait de la modification de l'habitat que l'homme a pu créer. Donc le python royal mesure 1,20 m à 1,40 m, donc c'est un animal qui est grand sans être gigantesque, c'est un animal qui est timide sans être forcément craintif, et c'est un animal que l'on peut facilement chez soi élever, adopter, accepter. Encore une fois, ce n'est pas un animal de compagnie comme les autres. On ne peut pas le laisser libre dans son salon et on ne peut pas imaginer que l'animal vous fasse la fête le soir lorsque vous rentrez du travail. C'est un animal sauvage que l'on doit considérer en tant que tel et respecter. Donc si vous vous posez la question de faire l'acquisition d'un chien ou d'un python, la réponse c'est sûrement pas un python. Merci. Le python va passer parmi vous. Un animal un peu plus imposant avec Tali qui nous montre un boa constrictor constrictor. Je vous ai dit qu'il y avait des sous-espèces, donc le boa constrictor, celui-ci vient du Brésil. C'est un animal assez coloré, assez contrasté, avec une queue rouge qui tranche avec le reste de l'animal. Et cette queue rouge, en fait, c'est un leurre. L'animal s'en sert pour attirer des proies éventuelles. Il va l'agiter. C'est en fait un moyen de chasse passif qui va lui permettre aussi de casser la forme générale de l'animal lorsqu'il est à moitié enterré dans les feuilles. Donc ce boa constrictor est adulte, il mesure 2 mètres. Les boas, à la différence des pythons, sont des animaux qui sont vivipares. Donc ils mettent au monde des petits vivants, comme les mammifères. Il n'y a pas de ponte ou d'incubation, comme peut le faire un python. C'est un animal que l'on peut détenir librement, mais avec des limites un peu plus strictes que le python, parce qu'il est plus imposant. On peut détenir jusqu'à 3 spécimens de ce serpent sans autorisation particulière. Les boas et les pythons sont tous des animaux protégés par la Convention de Washington. La Convention de Washington, c'est quoi? C'est une convention internationale qui va fixer des règles de protection. Donc lorsque l'on fait l'acquisition d'un serpent, il faut avoir une preuve de l'origine licite. On n'a pas le droit, il est totalement interdit de ramener des animaux de ce type, des animaux exotiques, dans ses valises. Il faut faire des papiers qui sont assez complexes et qui vont permettre de justifier de la traçabilité de cet animal. Alors là aussi, il existe des formes de coloration innombrables et multiples. Ce serpent est effectivement une des formes les plus colorées de boa constrictor. Merci Tali. Alors Sirod va nous montrer un autre serpent de la famille des boas. C'est un boa de Madagascar. Il existe 3 espèces de boa à Madagascar. Et c'est un boa qui est extrêmement rare dans la nature, mais qui est extrêmement commun en captivité. C'est un Acrantophis dumerili, donc un boa de Madagascar, qui dans les feuilles passe totalement inaperçu. Tous ces petits dessins, toutes ces petites rosaces qui sont magnifiques et qui font son charme, dans la nature, c'est un mode complètement cryptique de défense passive de l'animal. Et c'est un serpent qui doit être marqué par puce électronique, comme les chiens. Il y a une obligation de marquage et une obligation de traçabilité pour ces animaux qui sont des animaux totalement protégés, donc que l'on n'a pas le droit de capturer ou de détruire à Madagascar et qui doivent bénéficier d'une traçabilité totale et complète. Donc cet Acrantophis dumerili, lui aussi, même s'il n'est pas géant, doit être possédé par un titulaire de certificat de capacité. Merci Sirod. Tali va regagner les coulisses pour le final, pendant que Sirod vous présente le boa de Madagascar. Et Lia qui nous a fait le plaisir de coordonner ce défilé d'un point de vue artistique, va nous présenter un gros boa constrictor, un boa constrictor imperator. C'est un animal de Colombie, un animal qui dépasse les 2 mètres et qui est un animal qu'on peut laisser sur le podium, on va l'accompagner. C'est un animal qui est très, très populaire en captivité, que l'on retrouve assez facilement.
Et ce boa constrictor est un animal qui, malgré sa taille, est un animal docile. Alors là, il commence à paniquer un petit peu, il manque de points d'appui. Mais c'est un animal que l'on peut élever au même titre que les animaux que vous avez vus précédemment. Il faut bien sûr avoir conscience de la taille de l'animal lorsqu'on veut faire l'acquisition d'un serpent, puisque ce n'est bien sûr pas donné à tout le monde dans un petit appartement, une petite chambre de bonne. Peut-être qu'une couleuvre sera plus raisonnable qu'un boa de cette dimension. Merci Lia. On m'a fait le reproche qu'il n'y ait pas d'homme pour défiler. Je suis désolé, je ne suis pas en tenue pour défiler. Et je n'ai peut-être pas la même esthétique que ces demoiselles. C'est un python un peu particulier que je vous présente là, c'est un python molure. Le python molure, c'est la deuxième espèce la plus grande. C'est un animal qui peut mesurer jusqu'à 6 mètres. Et ce serpent, en fait, représente un réel danger potentiellement pour l'homme. C'est un animal qui a la capacité, lorsqu'il dépasse 3 mètres, d'étouffer quelqu'un, mais qui n'est pas agressif pour autant. C'est un serpent que l'on peut élever et qui est assez courant en parc zoologique. Alors bien sûr, pour le détenir, il faut des autorisations spécifiques. C'est pas destiné à tout le monde. Et la règle pour éviter tout accident, c'est bien sûr de se laver les mains avant de toucher l'animal pour éviter tout risque que l'animal vous confonde, puisqu'en fait, le risque, c'est pas qu'il me morde. Si jamais il venait à me mordre, il va me relâcher tout de suite et il se passera pas grand-chose. Le risque, en fait, c'est que l'animal confonde mon odeur avec celle d'une proie. J'ai caressé mon lapin nain, je vais caresser le serpent, ma main est chaude, ça bouge, ça a l'odeur d'un lapin. Sur un malentendu, on peut essayer de voir si c'est un lapin. Et là, effectivement, il va pas me lâcher. Et s'il me lâche pas, c'est assez embêtant. Alors, quand on se fait mordre par un serpent de cette taille-là, je vous donne un petit truc à la Indiana Jones, hein, il faut jamais s'occuper de la tête, il faut s'occuper de la queue. C'est par la queue que vous allez le dérouler. Parce qu'il y a moins de force dans la queue que dans la tête. Si vous commencez à essayer d'enlever la tête, l'animal va serrer davantage et vous risquez de perdre connaissance avec un serpent de cette nature. Donc ces animaux que vous pouvez retrouver à la ferme tropicale à Paris dans le 13e et que vous pouvez voir aussi pour certains sur Paris Animal Show sont des animaux qui sont passionnants à élever, mais qui sont des animaux que vous devez avant tout contempler. Ce ne sont pas des animaux de compagnie qui vont vous apporter un équilibre affectif, ce sont des animaux qui vont combler votre curiosité. Un serpent va reconnaître la façon de faire de son soigneur, mais il ne va pas reconnaître son soigneur sur un point de vue affectif. Donc, ce sont des animaux assez basiques dans leur façon de se comporter et il faut avant tout les observer, les respecter de façon à pouvoir tirer plaisir sur cette passion qui est une passion atypique certes, mais relativement répandue. On estime que plus d'1% des foyers français posséderaient un reptile. Je ne parle pas de tortues là en l'occurrence, ils font également partie des reptiles mais que nous ne vous avons pas présentés aujourd'hui. Et bien pour finir, parce que je parle beaucoup, vous avez vu, on va accueillir tout le monde sur scène avec un autre python molure un peu plus imposant, un python molure albinos. Et ce python molure albinos mesure 4 mètres. Allez-y. Allez-y, allez-y. Alors c'est un python qui mesure 4 mètres, qui pèse une 50aine de kilos. C'est une femelle adulte. Le spécimen que j'ai autour des épaules est beaucoup plus jeune. Il n'a que 2 ans, cette femelle a une dizaine d'années. Et un python tel que celui-ci est capable de pondre une 50aine d'œufs tous les ans. Donc c'est un animal assez prolifique. Et il y a une population qui est invasive. Invasive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle occupe l'environnement dans les Everglades. Là, il se nourrit d'un petit peu tout ce qui passe. Alors bien sûr, c'est un spécimen albinos qui n'existe pas dans la nature. Hein. Tous les animaux que vous avez vus aujourd'hui sont des animaux qui sont nés et élevés en captivité. Non pas qu'on ne puisse pas les importer, c'est juste qu'on les trouve en élevage facilement. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher dans la nature, ça ne présente aucun intérêt particulier. Et donc ce spécimen albinos dans la nature, lui, il mourrait assez rapidement puisque les prédateurs vont le trouver tout de suite, le déceler tout de suite.
Et c'est un animal que nous utilisons en élevage, mais surtout un animal que l'on peut retrouver sur des émissions comme Fort Boyard, sur des shootings télé, des shootings de mode aussi. Donc c'est un animal que nous conservons pour ce que nous appelons des prestations. Et aujourd'hui, j'espère qu'il aura fait sensation et que vous aurez apprécié cette présentation tout en charme. Merci à vous et un tonnerre d'applaudissements pour les filles, s'il vous plaît.